192 pages, dont 2 pages de références bibliographiques et 13 pages annexes. À propos des références bibliographiques, on apprécie le fait que, composée de 11 ouvrages et 10 rapports et articles, elle comporte des documents datant de moins de 15 ans. Et les chercheurs que nous sommes en sciences sociales savent ce que veut dire cette référence-là. Comme précédemment dit, construit en 11 pages de longueur inégale pour une description non linéaire, l'ouvrage comprend aussi une introduction et une conclusion. Et dans l'introduction, M. Souleymane Gomis commence par faire un constat. Je le cite. L'université publique est confrontée à des crises persistantes qui compromettent la qualité des enseignements et des résultats. Fin de citation. C'est la page 29. Ce faisant, M. Gomis montre la nécessité d'une analyse sociale qui porte sur 15 thèmes ou axes. L'échec massif des étudiants, la violence, la crise et ses conséquences, les conflits et les tensions de toutes sortes, les réformes, les problèmes d'accueil, d'orientation et d'hébergement, la santé des enseignants, des étudiants et des PATS, les problèmes de logement, les revenus, l'employabilité des étudiants, la retraite du personnel enseignant et du personnel administratif, technique et de service, les multiples formes d'inégalité sociale, la fuite des cerveaux ou ce qu'il appelle entre guillemets la mobilité intellectuelle. Menant cette analyse sociale, M. Gomis procède à une recherche des acteurs, des moyens et des voies de solution pour faire fonctionner normalement les universités publiques. Dans cette optique, son questionnement initial aborde des questions qui portent sur des facteurs qui sont hautement problématiques. Première question. Pourquoi l'État déploie-t-il autant de ressources financières, matérielles et humaines dans l'enseignement supérieur public alors que les résultats sont aussi catastrophiques? Deuxième question. Quels sont les véritables facteurs explicatifs de l'échec massif des étudiants, notamment ceux du premier cycle de l'UQAD? Troisième question. Pourquoi, face à l'absence de services d'accueil, d'écoute et d'accompagnement au sein des universités publiques, des groupuscules d'anciens étudiants aux intérêts divers et variés s'organisent et apportent des réponses aux angoisses et aux préoccupations de leurs condisciples, comme les primo-entrants? Quatrième question. Que font les autorités pour éviter que des mouvements d'humeur des étudiants, grève, débrayage, sit-in, violence, ne se reproduisent chaque année? Et utilisant ce questionnaire comme un cadre conceptuel, il aborde, dans les 11 chapitres dont je viens de parler, toutes les questions qui sont ici posées. Et en le faisant, il fait une entrée par ce que l'on appelle l'historique de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, en plusieurs dates, 1918 jusqu'en 1987, au moment où cette université porte le nom de notre célèbre penseur, historien, physicien, bref humaniste, le professeur Cheikh Anta Diop. L'évocation de cette historique donne l'occasion à M. Gomis de montrer les difficultés de l'université à se déterminer entre une conception humaniste et une conception fonctionnelle ou technoscientifique. D'ailleurs, nous y sommes encore. Cette difficulté à trouver la voie des finalités de l'enseignement supérieur. Alors, sous différents chapitres qu'il n'est pas nécessaire ici d'énoncer, il fait un diagnostic et nous mène à un certain pronostic. Je vais donc directement, après la page ou le chapitre 11, commenter de façon générique le document en donnant des appréciations d'ensemble. L'ouvrage de M. Souleymane Gomis, ouvrage aux illustrations pertinentes, est un ambitieux et agréable
ouvrage à lire. Et il se donne à comprendre immédiatement. En tout cas, si l'on s'en tient au titre, analyse sociale de l'enseignement supérieur au Sénégal, on a une clé de compréhension, laquelle il s'agit de montrer à travers quelques points focaux les forces et limites d'un système à partir de la structuration et surtout à partir de son fonctionnement. Plus précisément, il s'agit, en s'appuyant sur les méthodes d'entretien, de monographie et d'analyse documentaire, de décrire minutieusement, j'insiste sur l'adverbe, les contours géographiques et sociaux de chacune des 5 universités publiques et les enjeux qui s'y déroulent. À la lecture de cet ouvrage, le lecteur averti note que les travaux de Crozier et Friedberg ont alimenté les orientations idéologiques, philosophiques, méthodologiques, épistémologiques et sociologiques de Souleymane Gomis. Et surtout, ces orientations ont inspiré le cadre conceptuel qui a guidé ses recherches. Utilisant une méthode basée entièrement sur l'analyse stratégique des organisations, pour les collègues qui connaissent Crozier. Crozier et son collègue Friedberg montrent que dans un système bureaucratique, et les universités sont définies comme telles, l'individu, c'est-à-dire ici, soit l'enseignant, soit l'étudiant, soit le patron, résiste en s'appropriant les règles du jeu et en les utilisant à son profit. Pour qu'aucune organisation ou pour qu'une organisation fonctionne, il faut des zones de flou, d'incertitude. L'acteur va chercher à maîtriser à son profit, l'acteur toujours c'est l'étudiant ou l'enseignant ou le patron, va chercher à maîtriser à son profit ces marges d'incertitude pour les transformer en marges de liberté qui lui permettront d'atteindre ses propres objectifs. Réfracté par l'étude de M. Souleymane Gomis, la méthode de l'analyse stratégique que nous enseigne Crozier forme le cadre de référence d'où sont issues plusieurs des idées plus spécifiques du travail de Gomis. Ce cadre influence les questions posées et les interprétations de Gomis. Questions et interprétations faites pour expliquer les comportements des acteurs individuels, chaque étudiant, les acteurs collectifs, les syndicats ou les amicales, ou les acteurs institutionnels, dans le système universitaire public qu'il étudie. De la sorte, ce cadre conceptuel a influencé la recherche de Souleymane Gomis sur 3 aspects. Premièrement, celui de la posture méthodologique de la démarche d'induction des catégories. Deuxièmement, celui de l'orientation d'une phase de l'analyse qualitative des données recueillies sur le terrain. Et troisièmement, celui des commentaires et des propositions faites à la fin de l'ouvrage. En effet, l'analyse stratégique de Crozier, je vous renvoie à son ouvrage « L'acteur et le système », a influé sur l'approche méthodologique en ce sens que la perspective adoptée dans la construction des différents instruments qui ont servi à collecter les données de l'ouvrage est, comme chez Crozier, à connotation nettement sociologique. Je vous demande de lire la préface du professeur Boubacar Ly. Elle a influé sur la description du système d'enseignement supérieur considéré comme un système bureaucratique et sur les interprétations des stratégies par lesquelles les différents acteurs, c'est-à-dire les étudiants, les enseignants et les pairs, résistent aux effets pervers de la massification des effectifs dans les universités publiques en s'appropriant les règles du jeu et en les utilisant à leur profit. L'ouvrage a des qualités techniques évidentes. Une bonne introduction, exposant avec netteté l'essentiel de la thématique. Un corps de texte constitué par l'examen attentif de plusieurs questions, que j'ai souligné tout à l'heure sous forme de 15 axes.
des solutions aux problèmes des universités publiques, ce qui se traduit par un bon développement, informé par des références nombreuses à la sociologie de l'éducation, à la psychologie, et peut-être quelque chose qui me fait énormément plaisir, à la psychopédagogie, produisant un questionnement sérieux sur la structuration et le fonctionnement du système d'enseignement supérieur sénégalais. Ce travail donc, de mon point de vue, est une ouverture intéressante sur la réforme de l'enseignement supérieur. Et en le lisant, j'y voyais une sorte d'éloge à la réforme. Enfin, c'est un travail qui a une conclusion, qui opère une sorte de synthèse des différents contours sociaux de chacune des 5 universités publiques du Sénégal. L'on sent tout au long de l'étude l'amorce de plusieurs orientations possibles, tout également intéressantes. La réflexion sur la massification est fort instruite. La structure du texte est nette, parfois presque trop. L'analyse sociale séparée de l'analyse thématique n'était pas obligatoirement à inscrire avec autant de force schématisante. On en arrive à un découpage de textes trop saucissonnés et des chapitres squelettiques. C'est des points de vue un peu critiques que je fais de la lecture. Il reste que certains avantages précieux donnent toutes ses chances à ce travail. Entre autres, je souligne le fait que, étant donné le caractère étendu du sujet, je parle de 15 axes, M. Souleymane Gomis ait compris qu'il pouvait sortir de la sphère des références sociologiques traditionnelles pour faire un usage fructueux de la culture pédagogique. Et cela, c'est éminemment important pour un professeur d'université. Les références sociologiques sont utilisées judicieusement et montrent l'effectivité d'un certain nombre de lectures relativement diverses et en tout cas heureusement harmonisées au niveau de ce travail. Bien que la langue dans cet ouvrage soit en général soutenue, et c'est un reproche que je vais lui faire, quelques petits détails peuvent encore en être éliminés. Par exemple, on observe des coquilles. Je cite, toute la communauté s'accorde ENT sur le fait du système éducatif avec un S. Il y a des incorrections de langue. Exemple, le degré e-pauvreté, page 171. Quelques erreurs venues de la mauvaise transcription de propos des enquêtés. Exemple, cas du passage de la première à la deuxième classe. Attestation de pédagogie universitaire. Brainforming à la place de brainstorming. Omboulsien à la place de omboultien ou omboulsien avec DT. Un jargon parfois inutile puisqu'il n'atteignait pas 13 UV sur 13. Cela ne laisse prestigieux. L'oubli d'indiquer toutes les sources et références, notamment l'auteur des développements psychopédagogiques contenus dans le texte. Je vous renvoie aux pages 110 à 115. On constate aussi que M. Gomis commet des erreurs dans le décompte des établissements composant l'UCAD. Ça, c'est l'ancien directeur de l'enseignement et de la recherche, la réforme qui parle. Il compte 5 écoles au lieu de 6. Et il prend parfois quelques libertés avec la géographie, monsieur le doyen de la faculté de lettres. Ainsi, la superficie qu'il attribue à l'UCAD, 75 hectares, n'est-ce pas, est très loin des 172 hectares de notre université. Cette limitation montre que monsieur Souleymane Gomis est peut-être un très grand sociologue, mais pour ne pas être très sévère, je dirais que c'est un petit géographe. Plus fondamentalement, on déplorera que les pages 93 à 96, qui donnent un aperçu de la méthodologie suivie, soient assez sommaires. J'ai trouvé une page et demie. À elle seule, la démarche méthodologique mériterait un chapitre plus conséquent qui indiquerait les moyens qu'il a fallu agencer pour atteindre les objectifs de la recherche
les décisions prises et leurs justifications rationnelles, le dispositif de recherche, les instruments de collecte de données, questionnaire, guide d'entretien, focus group, le déroulement de l'enquête et surtout le codage et le traitement des données. On regrettera, mesdames, messieurs, que M. Souleymane Gomis adopte parfois une posture plus idéologique que scientifique. Derrière certaines prescriptions se profilent parfois des injonctions. Le mélange de la description des faits et de l'émission des commentaires personnels peut faire croire que quand on a vécu de trop près les réalités d'une école, comme c'est le cas de M. Souleymane Gomis, on n'a pas toujours le recul nécessaire pour analyser ce que l'on voit. Malgré ses limites, et parce que nous sommes à l'université, il y a un aspect critique, sans doute, limite due à la rapidité avec laquelle ce travail a été édité, je l'ai suivi assez de près à peu près, ce mérite, je le dis haut et fort, mérite d'être lu. Ce livre mérite d'être lu. Pour les raisons suivantes. Tout d'abord, l'ambition intellectuelle doit être saluée. À l'heure où les études empiriques sur les réformes de l'enseignement supérieur se multiplient, dans une perspective purement descriptive, s'efforcer, comme le fait M. Souleymane Gomis, de porter un regard analytique sur l'enseignement supérieur est un effort assez rare pour ne pas être salué. Deuxièmement, l'analyse sociale qui est faite repose sur une grande connaissance de la réalité universitaire, une érudition de bon aloi et une précision dans la définition des termes relevant de la sociologie des organisations. Le style est alerte et les nombreuses illustrations éclairent de manière pertinente les solutions préconisées par l'auteur. Ce qui caractérise cette monographie, je l'appelle comme telle, bien plus que ses qualités techniques, c'est le tempérament passionné de son auteur, qui se manifeste notamment dans sa façon de s'exprimer. Je vous demande de lire vraiment les adjectifs et les adverbes, n'est-ce pas, qu'il utilise pour parler de la situation, surtout des retraités et de la fuite des cerveaux. J'aurais remarqué, j'ai essayé de compter, monsieur le ministre, à peu près 7 ou 8 fois l'adjectif catastrophique. Et dans son attitude d'observateur minutieux, monsieur Souleymane Gomis se fait véritablement un observateur de ce que j'appelais non pas un veilleur de la nuit, mais un veilleur du jour. Monsieur Souleymane Gomis n'a pas seulement rédigé ce livre bien informé, dont je viens de voir ou de faire voir les principales qualités et les limites. Exerçant des fonctions dans les domaines de l'enseignement et de l'action syndicale, on voit déjà souvent la teneur syndicale de son discours, il est conduit à faire des choix politiques et à prendre position sur un certain nombre de thèmes et de projets concernant l'enseignement supérieur public au Sénégal. On sera sensible au fait que M. Gomis ne parle pas seulement comme un observateur, mais comme un acteur qui est impliqué étroitement dans l'enseignement supérieur. J'ai fait mention, parenthèse, il est enseignant-chercheur depuis plusieurs années, mais aussi militant syndical du SAES depuis son origine, ou depuis son retour de Strasbourg. Depuis toujours. La description qui est faite est d'une certaine manière d'ailleurs. Parce que quand j'étais au rectorat, il passait souvent me taquiner sur tel ou tel problème. La description qui est faite de la faculté des lettres et sciences humaines, monsieur le doyen de la faculté des lettres, est précise. On parle du nombre de toilettes et des difficultés que les étudiants ont à avoir des structures fonctionnelles. Et cette description-là s'appuie notamment sur un vécu professionnel au sein de l'établissement. Au total, et je m'excuserai d'avoir été long parce que c'est le plaisir d'avoir lu cet ouvrage. C'est un ouvrage que je recommande fortement, autant pour ses imperfections que pour ses démonstrations qui toutes deux invitent à la réflexion.
Mais plus que la réflexion, et je m'adresse directement à mon patron, le ministre de l'Enseignement supérieur, à l'action. Il me semble que dans cet ouvrage, on peut puiser autant de propositions qui pourraient permettre d'appliquer les 11 directives de M. le Président de la République. Je vous remercie de m'avoir prêté attention.